On connaît bien sa vie justement parce qu'il était inspecteur des impôts et qu'il a détourné du pognon pour écrire son livre. Et qu'il a Oui. été pendu pour ça. D'accord. On a pendu avec ses tripes. Mais son traité est beau, hein, tout en Magnifique. couleur. C'est un des plus avec beaux des dorures. exemplaires. qui C'était donc existent. pour la bonne cause. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Martial Azur podcast en compagnie de deux pratiquants. Alors, les disciplines qu'on va présenter aujourd'hui sont des disciplines qui sont historiques. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, puis ensuite on va parler des disciplines, si vous voulez bien commencer. Eh bien, Henri Hon, Medieval Combat, 12 ans dans les AMHE, arts martiaux historiques européens pour ceux qui ne le savent pas, et mon compère. Donc Figlisi Romain, pareil, instructeur chez Medieval Combat à Villeneuve-Loubet, et pareil, 13 ans d'ancienneté dans la discipline. Alors, on va parler un petit peu des arts martiaux historiques européens. D'abord, c'est quoi les arts martiaux historiques européens ? Alors, les arts martiaux historiques européens, c'est une discipline née officiellement en 2012 en France. Le principe est simple, c'est on prend des sources écrites, visuelles, iconographie, gravures, et en fait on essaye de retranscrire le geste martial qui va avec, en essayant de le mettre dans une dimension à la fois culturelle et temporelle. On essaye pour faire simple, de retrouver les gestes anciens qui ont disparu. Donc c'est une forme de reconstitution des arts martiaux tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque médiévale. Entre autres médiévales, c'est-à-dire que on fait commencer ça à l'Antiquité, Ok. et on arrête en 1914. Et on met de côté tout ce qui est armes à feu et armes de jet. Ok. Oui, pour des raisons évidentes. Oui, si on veut, il y a encore des choses à dire, mais... D'accord. Et du coup, l'entraînement aux arts martiaux historiques européens, ça se déroule comment ? C'est-à-dire, on a une armure, on a des outils comme des épées. Je vois que vous avez ramené une arme longue. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe, l'entraînement ? Déjà, il y a plusieurs courants au sein des AMHE. Comme c'est une période historique qui est assez large, on va avoir des gens qui sont plus intéressés, comme il a dit Henri, ça va de l'Antiquité jusqu'à une époque moderne. Donc on va trouver des gens qui sont plus intéressés par de la gladiature, du combat romain, du combat viking, du combat médiéval, Renaissance, même du combat au sabre. Faut savoir que ça va plus loin puisqu'il y a des gens qui essaient de refaire ça aussi avec des chevaux, donc des exercices de cavalerie. Ok, ça alors. Ou des exercices de groupe aussi, comme du combat à la baïonnette par exemple, ou de la piraterie. On trouve des choses très très disparates. Et en fait, la discipline qu'on choisit va pas mal influencer aussi notre pratique, puisque bien évidemment, on va essayer de refaire vivre cette pratique avec le matériel d'époque. Par exemple, si vous prenez du combat médiéval civil, on va très souvent être avec juste une arme, un simulateur comme on a ici sur la table, une épée longue qu'on pourra peut-être décrire tout à l'heure. Si vous essayez plutôt de reproduire de la gladiature, donc ça va être avec l'équipement de l'époque, donc casque, Donc en fait, c'est pas une discipline, mais c'est un regroupement de disciplines qui s'inscrivent dans diverses périodes historiques. Non, c'est assez bien résumé, c'est ça. Donc c'est un peu comme quand les gens disent le karaté. En fait, il y a plein de styles de karaté. Et là, on dit les arts martiaux historiques européens. En fait, c'est une nébuleuse de choses. Le seul point commun, ça va être le fait déjà qu'on est rattaché au ministère de la Culture. Donc on a tous quelque chose en commun, c'est-à-dire l'étude de sources que d'autres disciplines n'auraient pas. Et c'est surtout ça qui nous réunit à travers autant de disciplines éparses. Quand j'avais entendu pour la première fois parler des arts martiaux historiques européens, ça m'avait fait beaucoup penser à ces trucs qu'ils font aux États-Unis, des reconstitutions de batailles historiques. Ils se mettent 200 contre 200, ils font des reconstitutions de grandes batailles. Et ils utilisent souvent, justement, on l'a vu, vous l'avez amené là, on va le voir plus tard, les armures, les équipements, les habillements de l'époque. C'est un petit peu dans cette trempe-là. C'est un milieu qui se tient par la barbichette. Hein. Chacun, beaucoup en fait, ont un pied dans l'un et un pied dans l'autre aussi. Il y en a, ils sont purement là pour le sportif, pour la compétition. D'autres pour améliorer leur pratique en tant que reconstituteurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent par rapport au film fantasy. Mais c'est un milieu qui Donc c'est à la fois une curiosité, à la fois une pratique sportive et une pratique compétitive. Parce qu'il y a de la compétition en AMHE. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre une petite aparté, contrairement aux arts martiaux historiques asiatiques, on a une tradition qui s'est perdue en Europe. C'est-à-dire que je suppose que c'est très lié au maniement des armes et des guerres qu'il y a eu
sur les 2 derniers siècles. On a abandonné un petit peu ce côté martial, arme blanche, pour passer sur du combat de formation avec des armes à feu ou du matériel plus évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les 20 dernières années, on a retrouvé de ces sources dans des bibliothèques nationales, dans des bibliothèques privées, et on s'est rendu compte qu'il y avait une tradition martiale européenne, sur tout un tas d'armes, quelque chose qui s'est... D'ailleurs, on peut même trouver un fil rouge sur pas mal de sources. Genre, par exemple, si on prend la tradition d'escrime allemande, on a un grand maître qui est Lichtenauer, et on voit un petit peu son influence sur presque 2 siècles, et tout ce qu'on appelle les glossateurs qui viennent après, Meyer et tant d'autres. Même sur la tradition italienne, on a vu aujourd'hui que Vadi était reposé ses sources sur celle de Fiore. Ouais. Donc voilà, on peut tracer un fil rouge sur tous les maîtres d'armes de l'histoire européenne. Les influences aussi qu'il y a eu entre les différentes armes, les époques, etc. Et je pense que la première chose sur laquelle on est parti, c'est qu'on a eu un besoin de retrouver cette compétence martiale. Dans le sens, chez les Asiatiques, ça s'est pas perdu. Il y a eu une transmission qui s'est perpétuée. Chez les Européens, non. Et pour la retrouver, la première chose, c'est déjà repartir de quelque chose, un matériel de base. Donc, comme il a dit, iconographie, source, gravure, réinterpréter, traduire, puisque c'est souvent écrit dans des vieilles langues ou de manière un peu spécifique, poétique. Si c'est du latin médiéval, je vous souhaite bon courage. Ouais. Mélanger à du haut allemand pour le I-33. Ça doit être super fun, les soirées chez vous. Des fois, c'est aussi écrit en prose ou un petit peu de manière codée, de manière à ce que ce soit pas descriptible par la première personne qui trouve la source, qui est forcément... Parce que faut savoir qu'à l'époque, très souvent, c'est aussi la manière de vous vendre en tant que maître d'armes, d'instructeur. Donc, si votre livre est descriptible par le premier venu, vous ne servez plus à rien. Donc, des fois, c'est juste un matériel pour dire regarde, je sais faire ça, il y a mes sources, il y a les gravures qui vont avec, mais si tu ne m'emploies pas moi, tu ne sauras pas mettre tout ça à profit. Ok, ça c'est dans le médiéval. En particulier, oui. Et donc voilà, il y a cette nécessité aujourd'hui de retrouver ces sources, les traduire et après les réinterpréter, les comprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport à une source, il n'y a pas forcément un mouvement correspondant à une technique qui fait forcément consensus. Oui, c'est la méthode historique de base en réalité, mais que vous appliquez à un savoir presque ethnologique, c'est-à-dire des mouvements parfois guerriers, parfois des mouvements qui justement sont faits pour tromper son monde dans des manuels. Ça me rappelle un peu la manière dont on décrivait à une certaine période les mouvements cachés dans les katas en karaté. On disait qu'il y avait des mouvements cachés dans les katas et que seuls les maîtres très avancés connaissaient la signification cachée de ces mouvements-là. C'est un petit peu le même... Des fois, on a des surprises, même il suffit qu'il y ait une page collée et on découvre qu'il y avait encore un truc caché. C'est pas tellement dans la pratique, c'est plus dans l'accessibilité au niveau du Moyen-Âge, à cette période-là qui est assez large, même Moyen-Âge Renaissance. Le fait qu'on fasse de la pub avec des manuels et on va faire comme chez Lichtenauer des chansonnettes pour se remémorer les mouvements, mais ces chansonnettes sont codées pour que justement celui qui l'entende ne puisse pas comprendre ce qu'il y a derrière. Donc symbolique. Donc ça, c'est pour le matériau de base, c'est la source. Maintenant, pour présenter un petit peu plus les disciplines au grand public, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un club d'arts martiaux historiques européens ? On voit un entraînement avec des mecs qui se tapent dessus en armure, des fois on prend la poudre d'escampette. Est-ce qu'il y a des bases qui sont communes à l'ensemble des disciplines, qui sont enseignées aux pratiquants ou... Oui, écoutez, il y a un côté échauffement. Après, le consensus dit qu'il y a quand même des notions qui sont communes, la notion de distance, de temps, qui est assez vrai, mais même là on peut en discuter parce que le temps et la distance n'est pas la même chez Lichtenauer au XIVe siècle que chez un maître d'armes français au XIXe. Mais grosso modo, on va parler plus ou moins de la même chose, mais peut-être pas mis au même moment. Un débutant, un novice qui arriverait dans un club, on va d'abord lui expliquer les notions fondamentales. C'est ça. Et en termes de pratique, il va pas savoir de lui-même quel style choisir dans cet ensemble d'arts martiaux historiques. Est-ce qu'il va être dirigé plutôt vers un style ou comment ça se passe ? C'est un peu la force aussi des AMHE, c'est que n'importe qui peut venir et dire... Ok, j'aime bien ce que tu fais, montre-moi. J'ai entendu parler de telle arme. Ah oui, il y a effectivement ce traité. Regarde de ce côté-là. On a une grosse base de données. C'est le Wikinauer, voilà, le Wikinauer qui référence pas mal de sources. Donc en fait, il y a de quoi faire en fait. C'est-à-dire chacun peut y trouver ce qu'il y cherche. Il va devoir lui-même
essayer de s'approprier la source, ou est-ce que le professeur doit être justement compétent dans l'ensemble des disciplines? Ça me semble difficile. Non, en général, un professeur a sa discipline à lui, mais si vous voulez, le fait d'avoir fait ses recherches, d'avoir essayé de comprendre, d'en avoir discuté, ça permet aussi d'avoir on va pas dire une base historique, mais méthodologique, pour ensuite dire, voilà, il faut que tu fasses plutôt comme ça, que tu voies ça, pour pouvoir interpréter ta source. Mais en général, les gens commencent par une discipline, ils prennent un peu ce qu'il y a au club, et au fur et à mesure, dire, ah ouais, j'étais à tel event, il y en avait un, il disait ça, il faisait un peu de telle façon, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est plutôt tel maître d'armes, regarde sa source. C'est un peu une façon de voir les arts martiaux, en tous les cas les sports de combat, comme une façon un peu geek. C'est-à-dire que c'est une communauté qui se rejoint, qui échange des informations lors d'événements. Il faut pas se mentir, ça a été la geekerie a été très présente au moins au début. C'est intéressant parce que ces dernières années, on voit justement un renouveau de ces disciplines-là. Par exemple, il y a une transposition aussi de certaines façons de faire dans les films. Maintenant, la plupart des clubs de Kobudo font du Kobudo sportif avec les sabres laser, comme dans Star Wars, pour les enfants, etc. Donc c'est vrai que les films, et puis même les bandes dessinées, les mangas ont beaucoup inspiré certains courants dans les arts martiaux. Pour les arts martiaux historiques européens, c'est vrai qu'on a beaucoup de films, nous, qui ont marqué... vous avez à peu près le même âge que moi, donc je pense qu'on a vu les mêmes choses. Kingdom of Heaven, forcément. Ouais, ce genre de choses. Des films justement sur les gladiateurs, des films sur... on a vu 300, donc des films sur les Spartiates, sur le maniement du glaive. À chaque fois que je le revois, après j'ai envie de faire de la gladiature, c'est simple, c'est du combat politique. Ça permet aussi de motiver les gens. Vous voyez des gens qui arrivent au club par ce biais-là? Oui, notamment la série Viking a amené beaucoup de gens qui voulaient faire du Viking. Oui, c'est Game of Thrones aussi, on a eu beaucoup de gens qui ont voulu faire de l'épée, le Seigneur des Anneaux, alors là... Ouais. Et du tir à l'arc, je suppose aussi. Quoi que vous n'avez pas les armes de jet. Non, mais on va dire c'est caché. On le fait, mais on a fait des sessions de tir à l'arc. Voilà. C'est toujours sympa d'en faire. On essaye de faire aussi des fois des journées où on fait du combat de formation. Donc on va essayer de mélanger ligne de bouclier, lance en arrière, hache, et on prend toujours quelques arcs aussi pour essayer de... On s'amuse bien. Ok, je vois, ça a l'air sympa. Si vous me permettez une petite intervention, c'est que je pense que les gens qui ont un petit peu de testostérone ou qui ont envie de faire une activité physique dans laquelle on s'investit un petit peu physiquement, il y a encore une quinzaine d'années, ils allaient plutôt vers les sports genre boxe, judo, lutte. Je pense que c'est plutôt il y a une vingtaine d'années, peut-être que vous me confirmerez, il y a eu un gros attrait pour les arts martiaux historiques, par les arts martiaux asiatiques, pardon. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une partie un petit peu plus identitaire qui rentre en jeu, et les gens ont besoin d'aller vers quelque chose qui correspond un petit peu plus à leur culture, notamment aussi avec cette culture cinématographique. C'est vrai qu'il faut accrocher les gens par quelque chose qui leur parle. Et je sais pas si les films ont tant de... Je pense que c'est les séries maintenant. Les gens regardent beaucoup de séries. Beaucoup. Mais vous savez ce qui change, c'est l'attrait des armes. Et dans les arts martiaux qu'on a eu sur les 20-30 dernières années, il y a une oblitération de tout ce qui est armes, pas d'épée. Alors c'est peut-être aussi pour ça que le kendo ou le iaido a pas mal évolué, je pense. C'est parce que justement il y avait ça, il y avait le sabre porté par la culture japonaise, les mangas, etc. Et je sais... Maintenant, par expérience, je connais très peu les arts martiaux historiques européens, mais qu'il y a une infinité, il y a énormément de méthodes de maniement, du sabre, du fleuret, tout à fait, etc. Donc de toutes les formes d'épée possibles. Et je crois que ces formes-là sont pas concurrentes, mais en fait sont parfois complémentaires. Bien sûr. Un maître d'armes médiéval, il n'enseignait pas que l'épée, c'est-à-dire qu'en général, on nous explique que l'épée à deux mains, c'est la mère de toutes les armes. À partir de l'épée à deux mains et des notions apprises, on va passer à la une main, puis à la dague, puis à la lance, à la lutte. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on va ensuite apprendre à faire de la lutte avec l'épée, de la lutte avec la dague, des choses comme ça. Ouais, donc c'est tout un curriculum. Vous prenez par exemple Fiore, dans son bouquin, il traite de tout ce qui dit lutte, dague, épée de main, épée de main, tout ça en armure aussi, et après à cheval. Il enseigne la lutte à cheval quand même. D'accord, ça a l'air sympathique. Ouais. Faut savoir bien tomber. Je pense que parce que les Japonais appellent les ukemi, les brises-chutes. Faut être carré, parce que là, à cheval, on a vite fait de se briser la nuque en tombant. Je crois que c'est un petit peu la volonté du maître d'armes à l'époque. D'accord, ça a l'air super. Alors justement, vous avez amené du matériel avec vous. Est-ce que vous pouvez présenter la lame? Alors on la verra à la caméra, vous pouvez la prendre si vous voulez.
Donc voilà, là on a ce qu'on appelle une épée à MHE. C'est en allemand, ça s'appelle une Federswerch. Alors c'est une épée qui est plutôt utilisée pour du duel civil à l'époque. Donc on voit qu'on a une lame plutôt très fine, en général qui est tranchante sur les deux côtés, avec ce qu'on appelle ici un Schild en allemand, qui pourrait se traduire en français par un bouclier, et qui en fait est une protection qui va venir protéger les doigts. Vous voyez, si je la prends en main, plus le Schild est loin, et en fait plus mes doigts sont sécurisés. Ça évitera que la lame vienne jusqu'à la garde et puisse potentiellement ripper sur les doigts. Voilà, on a des quillons qu'on voit sur chacune des épées et un pommeau au bout. Donc pourquoi je disais que c'était particulièrement utilisé en duel judiciaire ? Parce que voilà, c'est une arme qui s'apparente plutôt à la noblesse. D'accord. Et donc là, c'est une arme qui n'est pas aiguisée, que vous utilisez donc à l'entraînement en club ? Voilà, aujourd'hui, on appellerait plutôt ça un simulateur. C'est-à-dire qu'en termes de proportion, de poids, d'équilibre, on va se rapprocher beaucoup de ce qui était fait de l'époque. Vous pouvez voir peut-être sur la pointe que la pointe a été recourbée, donc pas des stocks possibles. Et même au niveau de la souplesse de l'arme, on va avoir une lame qui est très souple de manière à ce que sur une estoc, elle plie. Ce qui ne serait pas le cas à l'époque, pour éviter aussi toute blessure. À l'époque, les lames étaient beaucoup plus cassantes. Alors, ça va dépendre des forgerons et de l'acier qui est utilisé. Il n'y a pas un endroit en Europe où on avait les mêmes fournisseurs de métaux. Donc, on pouvait avoir des forgerons qui font des armes très résistantes, d'excellente qualité, et d'autres forgerons qui font... Ce qui m'a surpris dans un truc que j'avais lu, c'est que vous savez certainement qu'il y a dans les arts martiaux japonais, il y a un véritable culte du sabre japonais, du katana. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est de lire dans un bouquin fait sur l'histoire du karaté que quand les Européens sont arrivés au Japon, on a donc fait rentrer des lames européennes au Japon. Et les Japonais étaient très fiers de leur acier, de leurs épées. Et ils se sont rendus compte que c'était pas si terrible que ça comparé aux épées européennes qui étaient beaucoup plus résistantes. Alors, moi, je peux vous l'expliquer tout simplement parce que les aciers japonais n'ont pas assez de carbone pour prendre la trempe. Donc en fait, ils sont durcis. Alors il y a toujours les contre-exemples, mais en général, ils sont durcis en tapant légèrement pour que les molécules s'amalgament. Voilà, exactement. Tandis qu'en Europe, on a assez vite réussi à faire des aciers très homogènes et avec pas mal de carbone. Et contrairement aussi à une légende, on voit dans les katanas qu'il y a plusieurs couches. En Europe, on a fait la même chose. On a eu des épées qui ont eu jusqu'à 16 couches différentes, selon le niveau de résistance voulu. Et quand les Européens sont arrivés au Japon, effectivement, ils ont pris toutes leurs vieilles lames et ils ont tout vendu au Japon. Ce qui a amené, à partir du XVIe ou du XVIIe siècle, pas mal d'acier on va dire de meilleure qualité aux Japonais. L'Europe, contrairement au Japon, a été continuellement en guerre pendant pratiquement toute l'existence du continent. Jusqu'à 60 ans. Ouais, c'est ça. Et alors que le Japon a connu la Pax Tokugawa, une grande période de paix, où là, il y a eu je dirais pas un arrêt, mais il y a eu un ralentissement des évolutions technologiques, en particulier sur les lames. Et donc ça, c'est typiquement le type de lame que vous allez utiliser en entraînement. Mais je suppose quand même, parce que c'est un peu la batte de baseball, que vous avez des armures qui vont avec. Alors, vous avez amené le home, je vais pouvoir le présenter. Voilà. Donc, je vous laisse le présenter. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Donc là, les gens le verront, enfin, s'en rendront peut-être compte à la manière dont je l'ai pris. C'est assez lourd comme truc. Il fait 6,5 kg. Voilà. Donc, ça protège effectivement des coups d'épée. Vous travaillez aussi avec des haches, je crois. Donc, même chose, ça doit résister à un coup de hache en pleine tête. Le mec qui est à l'intérieur, quand même, il n'a pas l'impression de prendre une bagnole à 50 km/h, parce que même s'il est protégé, on est comment dedans quand on prend un coup d'épée ? Ça va. Ça dépend comment on le prend. Donc, pour revenir un petit peu sur le propos, ça, c'est pour du duel civil. On tapera jamais avec une épée comme ça sur un casque. Il faut savoir qu'en général, même un coup d'épée sur un casque, ça n'a pas grand intérêt. Le tranchant d'une épée, elle a pour intérêt que sur une personne qui n'est pas forcément protégée. Comme je disais tout à l'heure, pour du civil, un coup de tranchant, ça peut être fatal. Ouais. Voilà, on va plutôt se servir de l'estoc sur quelqu'un qui est en armure pour pouvoir aller chercher les failles sous la gorge, au niveau des yeux. Voilà, quand on fait de la démonstration de combat armuré, on montre comment tuer un chevalier. C'est totalement différent que comme on pourrait voir à la télé où on manie son sabre avec les deux mains, on le fait voler. Là, on va vraiment être sur une approche plus corps à corps. On va essayer de rentrer, de chercher la faille avec son estoc. Et si ça passe pas là, vraiment passer sur de la lutte, mettre la personne au sol et là sortir la dague pour tuer. Ok. Et donc ce genre d'équipement, c'est vraiment l'équipement, on va dire,
militaire de l'époque. C'est-à-dire c'est plutôt pour le champ de bataille. Tout à fait. Et du coup, on a une manière de combattre qui va être différente. Comme j'ai expliqué, il y a l'épée, mais on se rend compte quand même que l'épée, c'est quand même pas si intéressant sur une personne qui est armurée. C'est très... Et donc, sur quelqu'un qui est vêtu de ce genre d'armure, quelles armes peuvent être efficaces si l'épée n'est pas efficace? On va avoir une hache d'armes. Donc, c'est une hache avec, en général, plusieurs armes sur ce qu'on appelle la croix. Donc, une hache d'un côté, un marteau de l'autre, une pique. Ok. Et on peut avoir de la masse à ailette. On peut avoir du marteau. Donc là, c'est plutôt de l'arme de bourrin qui va pouvoir aller... Alors, la hache noble peut être très très fine, au contraire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une hache noble. Et pour la petite anecdote, le premier traité français sur les armes, c'est celui sur la hache noble. Français, bourguignon. Certains seront très à cheval. Et en fait, on arrive à faire vraiment un jeu de feinte. C'est surtout toi qui oui, du détournement, rentrer, faire de la saisie de l'arme opposée. C'est pour aller chercher des failles dans la défense de l'autre. Oui, même désarmer, on a des techniques de désarmement, de mise au sol avec. Voilà, il y a une trentaine ou une quarantaine de jeux dans le bouquin. Et donc, sur un home comme celui-là, qui fait donc environ 6 kilos, comme vous l'avez dit, on va pas chercher à les taper dessus à l'épée parce que ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Et du coup, on va plutôt chercher à désarçonner le gars s'il est à cheval, le foutre au sol et après l'achever avec une dague dans une faille. C'est ça. Après, comme je disais tout à l'heure, les aciers sont pas tous les mêmes. Donc, des fois, un coup de hache, ça peut relativement sonner en fonction de comment on le prend. Et donc là, il y a une visière sur le home qui est très bien faite avec justement un poinçon pour la garder fermée. Exactement. Pour pas qu'elle se rouvre facilement pendant Exactement. Et donc ça, si je comprends bien, c'est le genre de choses que n'avait pas Henri III ni Henri II, parce que, comment dire, il y a eu des accidents. Je pense que vous connaissez l'histoire. Ça passe par la visière. Hein. Ouais, ça peut passer. Ça reste le point faible. En plus, c'était une lance, donc c'est quand même relativement épais. C'est pas comme une dague fine, et ça lui a éclaté le crâne depuis l'intérieur de la visière. Donc, il aurait peut-être préféré avoir ce type de protection que ce qu'il avait à l'époque. Sachant que ça, c'est une protection. Alors, je la mets juste à côté de moi. C'est une protection qu'on porte en général à l'entraînement ou c'est pour des occasions particulières? Non, là, on est vraiment sur notre style de combat. Comme je vous disais, sur ce genre d'arme, on va plutôt être sur du civil. Donc, comme je dis civil, c'est des fois une petite paire de... Alors, à l'époque, ça serait une paire de gantelets en peau de chèvre ou quelque chose d'assez fin et des vêtements de tous les jours ou des vêtements à peine matelassés. Donc, vraiment, on est sur... très généralement du combat à la touche parce que une touche peut signifier la mort ou une effusion de sang ou quelque chose comme ça. Donc la plupart des duels, c'est des duels au premier sang, c'est-à-dire qu'on arrête au... Ça peut aller, ça dépend de la gravité. Si c'est un conflit très important, ça peut aller jusqu'à la mort. Si c'est des petites broutilles, ça peut aller au premier sang ou au désarmement, à la soumission. Et donc là, quand on s'entraîne avec ce genre de matériel, c'est plutôt justement pour aller chercher le vrai contact. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment dans une pratique militaire. C'est déjà, faut savoir que ce genre d'équipement est réservé à de la haute noblesse, à quelqu'un qui a les moyens. Oui. Ça coûte très cher. Parce que ça coûte excessivement cher, à l'époque, le matériel. Quelqu'un en armure sur un champ de bataille, ce serait comparé à la Première Guerre mondiale, à avoir un tank en face. Vous êtes entièrement revêtu d'acier, vous pouvez pas passer au travers, et pour pouvoir trouver les failles, il faut avoir une bonne condition martiale. Les bons enseignements, savoir aller où chercher. Et il faut savoir que quelqu'un qui a une armure comme ça, en général, il n'est pas seul. Il a des gendarmes avec lui, des écuyers. Donc voilà, là vous êtes au summum des combattants de l'époque. Ok. Et alors vous avez amené aussi, ce qui est intéressant, les gants avec vous. Oui. Donc ça, c'est justement pour protéger le poignet, les doigts et le haut de l'avant-bras pendant qu'on manie ce genre d'arme. Alors voilà, là c'est vraiment ce qu'on trouve au niveau de l'entraînement de tous les jours, pour nous, hommes modernes. Donc on est sur des gants qui sont coqués et matelassés, pour éviter les coups sur les doigts. Et comme on peut le voir surtout sur celui-là, vu que moi je fais du sabre, ça sert aussi de protection au niveau des manchettes jusqu'au coude. Après, on a aussi le casque que l'on utilise, qui est un casque d'escrime avec en plus un renfort rembourré. Parce qu'on peut prendre des coups... sur une épée comme ça qui fait 1,2 kg, vous pouvez prendre un coup, même il vous faut un peu de... Il faut du rembourrage. Et donc, il y a une veste matelassée qui va avec. C'est ça. On utilise aussi la veste. Alors là, c'est pareil, c'est une veste surtout de sabre, qui est, comme sur les bases en escrime, faite pour résister à la perforation et matelassée en plus, ce que n'ont pas les vestes d'escrime classiques. Donc, si je comprends bien, quand on pratique en club, on a à la fois la veste matelassée et par-dessus, parfois, l'armure. Alors, justement, ça peut arriver. Ça dépend ce que l'on cherche à faire. Si on fait, par exemple, de ce qu'on appelle de l'Harnischfechten,
Voilà, c'est-à-dire littéralement c'est escrime à l'armure, donc on a l'équipement rembourré en dessous, plus l'armure, où là on vient faire ce que tu disais, du combat en armure tout simplement. Ok. Et donc si je comprends bien, cet équipement-là, c'est l'équipement qu'on porte quand on pratique. Ça fait un certain poids, il faut une bonne condition physique. Je pense que c'est la question que je posais la semaine dernière, il y a 2 semaines au Kendoka. Les Kendoka aussi, ils ont une armure assez épaisse, parce qu'ils prennent des coups de sabre, enfin des coups de chinaï. Là, quand même, entre le home, la veste matelassée, les gants, parfois les jambières, etc., il y en a pour au moins 20-30 kilos. Alors en fait, vous avez fait une transition parfaite. J'allais justement prendre ce parallèle par rapport au kendo. Si on prend le côté japonais, une armure de samouraï, c'est l'équivalent de notre armure à nous. Faut savoir que donc ça, c'est leur escrime de guerre. Ouais. Et après, ils ont leur escrime traditionnelle, comme on verrait aujourd'hui dans les films où ils sont en tenue traditionnelle avec un sabre. Voilà, c'est ce que je pourrais faire correspondre à notre duel civil. Okay. Donc en fait, comme eux, on aurait certainement deux manières de voir les choses. C'est, on se tape dessus en armure, on reconstitue une escrime de guerre. On se tape dessus en vêtements civils. On reconstitue une escrime civile. Par rapport à notre équipement, ça serait, je pense, pareil que pour chez eux, dans le sens, le but c'est de quand même pouvoir rentrer chez soi sans bobo. Ouais. Donc quand on va faire notre pratique, qui je pense pour le kendo est très orienté quand même civil plus que militaire, on va quand même revêtir, comme on l'a vu, des casques et des gants qui vont protéger les articulations parce que les mains sont très importantes et la tête. On peut faire juste avec ces deux outils pour faire du travail technique, et quand on va passer sur du sparring, là on va avoir besoin de porter des tenues matelassées comme eux ils portent des tenues un petit peu plus rembourrées, de manière à pas avoir de fractures, pas avoir de dégâts. Oui, parce que même si les épées ne sont pas tranchantes, c'est vraiment la batte de baseball en métal, parce que là, un coup dans la tête, si c'est pas protégé, c'est game over. C'est quand même bien de savoir se maîtriser, parce que mettre trop en force, ça empêche un certain jeu un peu plus fin, mais oui, des fois, même le cas suffit pas. Ok, je vois que c'est l'expérience qui parle. Et donc, il existe plusieurs formes d'arts martiaux historiques européens. Moi, je connais pour l'avoir vu le Béour. Quelle spécificité a le Béour, par exemple, avec l'escrime du spadassin ou d'autres formes d'escrime que vous connaissez ? Alors, à la base, le Béour, c'est un ancien sport médiéval, une ancienne pratique qui vient de Buurt, de Fracas. Et en fait, c'était des jeux auxquels ça donnait la noblesse et des gendarmes de l'époque, quand il n'y avait pas forcément de guerre. Dans le sens, on a envie de se foutre sur la fif, de se mettre sur la figure, mais on n'a pas forcément un contexte militaire. On va organiser ça sous forme de jeu. On va quand même s'équiper. On va... C'est une forme de joute en fait. Oui, c'est ça. Voilà, on a la joute à cheval qui représente un peu le sport extrême de l'époque. Pour avoir pratiqué, c'est vraiment assez dangereux, comme vous l'avez vu avec certains souverains français aussi. Voilà, où ça peut être très mortel. Faut savoir qu'en fait, toute la puissance de la lance est concentrée du cheval est concentrée sur un tout petit point de la lance. Ouais. Et on n'est pas sur des chevaux arabes, mais sur des gros percherons de plus de 400 kilos. Donc quand ça touche, ça fait très mal. Ouais. Okay. C'est pour une petite anecdote, on s'est estimé se prendre un mur à 50 km/h en voiture. Ça a l'air fun. C'est pas mal. Ça a l'air fun. C'est pour ça que les armures sont aussi beaucoup plus lourdes et beaucoup plus résistantes. Oui, parce que le cheval courant au triple galop et toute la force et le poids du gars étant concentrés dans la pointe de la lance, oui. Effectivement, quand on se la prend plein sternum, bon. C'est pour ça qu'en général, elles sont renforcées et qu'elles sont faites pour que la personne dedans ne puisse pas bouger. Et c'est aussi pour ça, j'ai vu beaucoup d'armures, je pense, qui sont pas plates, mais qui sont avec des ondulations pour justement dévier les lances, etc. Oui, exactement. L'armure de joute est totalement différente d'une armure de guerre. Elle est vraiment faite pour le sport, comme vous dites, dévier les lances, répartir convenablement l'impact. Voilà. Après, pour en revenir aussi, on a le duel en armure, qui peut se pratiquer à différentes armes, la hache, l'épée, le bouclier. Là, on parle plus de full contact armuré. Oui, et après, justement, on a le Béour où là, ça serait plutôt du combat, mais en groupe. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, le Béour a été remis au goût du jour, surtout dans les pays d'Europe de l'Est au départ, et puis ça s'est propagé mondialement. Aujourd'hui, on trouve même des équipes de Béour en Chine. D'ailleurs, la Coupe du Monde, il y a 2 ans, c'est passé au Mexique. Ok. Voilà. Et donc en fait, je pense qu'il y a cet attrait aussi culturel, identitaire, et cet aspect en fait de sport de combat en groupe. Mmh. Donc c'est des équipes de 5, si je dis pas de bêtises, avec un rôle déterminé à chacun, c'est ça ? Oui. Alors il y a plusieurs formats, il y a le 5-5, le 12-12, le 30-30, le 150-150, ça dépend un petit peu des tournois. Ça a l'air super. Ouais, le but c'est de faire avec le maximum de personnes. Ok. Mais alors déjà pour la forme, disons, la plus construite, 5 personnes contre 5 personnes,
il y a des rôles assignés à chacun des membres d'une équipe. Oui, alors déjà c'est du full contact, donc on a le droit à utiliser les armes, pieds-poings, coups de genoux, charge. Donc tout le monde est en armure complète. Exactement. Et voilà, le but du jeu c'est de réussir à faire mettre au sol le maximum de combattants de l'équipe adverse. Donc comme vous avez dit, ça se passe dans une lisse en bois, une délimitation en bois, une zone fermée, et chaque personne a un rôle qui dépend en fait de la stratégie adoptée par l'équipe. La forme de base, la stratégie de base, ça serait de dire on met des tanks sur les côtés contre les barrières. Donc ce qu'on va appeler tanks, ce sont des personnes assez volumineuses, assez corpulentes, trapues, grandes. On revient à la culture geek. Oui, un petit peu. C'est des gens qui vont avoir une grande résilience au combat, qui seront très difficiles à mettre au sol ou à bouger. Si vous voulez, c'est un petit peu les piliers de votre équipe. Ok. Ensuite, on va avoir juste à côté d'eux de ce qu'on va appeler des supports. Donc ça va être des personnes avec des profils un petit peu plus disparates, qui vont avoir potentiellement plusieurs actions à faire, donc soit soutenir son tank, le pousser, ne pas le faire reculer, faire en sorte qu'il ne tombe pas, faire en sorte qu'il ne soit pas attaqué dans le dos, ou par exemple être muni d'une arme d'ast, donc une hache noble, une vouge ou quelque chose comme ça, et donc avoir un impact un petit peu plus déterminant sur le tank ou le support adverse, en disant tu ne l'approches pas, et en même temps que tu es en train de lutter contre mon tank, moi je vais te mettre quelques petits coups de temps en temps. Et ensuite, en centrale, on va avoir ce qu'on appelle très souvent un runner, qui est, on va dire, la pièce vraiment centrale de l'équipe, parce qu'en fait c'est un sport d'équipe, et on pourrait rapprocher ça un petit peu au foot ou au basket. C'est souvent un sport de placement aussi. Dans le sens... Ça me fait penser au foot américain plutôt, mais ouais. Oui, dans le sens où vous pouvez prendre des charges dans le dos, vous pouvez être attaqué dans le dos, donc en fait vous avez besoin de quelqu'un au centre qui fasse attention à ce que personne passe derrière vous, et qui va pouvoir bouger à droite à gauche pour amener une supériorité numérique ou pas. Donc c'est le quarterback de l'équipe. C'est un peu ça, c'est oui. joliment dit. Et en même temps il a le rôle le plus le plus difficile, parce que très souvent les débuts de combat ça va être observer le runner adverse dans le blanc des yeux, et casser sa stratégie, l'empêcher d'aller apporter le support à droite, à gauche, l'empêcher de passer. C'est une façon de faire qu'on a de nos jours. Ça correspond à la façon de faire qu'ils avaient à l'époque ou pas du tout? On n'a pas vraiment d'explication. On a grosso modo comment ça s'organise, un petit peu quelles règles sont adoptées, etc. Mais sur la manière de la pratiquer en soi, on n'a rien. Donc on sait comment ils organisaient le truc, mais on ne sait pas exactement s'ils avaient une stratégie ou... Exact. Ok. Et je suis même sûr qu'à l'époque, ce ne soit pas forcément du 5-5, ça pouvait être beaucoup plus que ça. Oui, puis ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Les sports très réglementés, avec des règlements assez stricts, c'est plutôt fin 19e, début 20e. Ouais. Et en ce qui concerne donc la pratique de nos jours, on a plusieurs formes d'escrime. Alors quelles sont les formes les plus répandues dans les arts martiaux historiques européens? Alors on va surtout retrouver deux grandes écoles. L'école allemande, surtout avec du Lichtenauer, qui est un maître d'armes un peu que personne n'a jamais vu, mais tout le monde connaît. Ok. C'est un peu une blague où c'est le Muramasa allemand. Alors en fait, une des hypothèses, c'est qu'il n'a jamais vraiment existé, mais ce seraient des maîtres d'armes qui ont dit « Mais vous ne connaissez pas Lichtenauer ? Mais c'était le meilleur d'entre nous tous !» Et donc il était bon de dire que l'on était de son école. Et à côté de ça, on a l'école italienne avec Fior de Liberi, qui est appris en Allemagne, Vadi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a les Marozzo, tout ça. Oui. C'est les deux grandes écoles qu'on va retrouver dans les AMHE. Mm-hmm. Ensuite, chaque maître d'armes en général, que ce soit l'école allemande ou italienne, a une base assez commune au niveau armes et au niveau mécanique du combat, et chacun va rajouter un peu son petit truc à lui. Par exemple, on a un personnage qui est assez marrant qui s'appelle Paul Hectus Maire, qui était un inspecteur de finances des impôts, et qui en fait a détourné plusieurs années de recettes fiscales pour écrire son bouquin. Alors il a fait le plus beau chef-d'œuvre de la fin du Moyen-Âge depuis Renaissance, où il présente notamment technique à la faucille, technique avec le blé à battre, le fléau à battre le blé, avec des centaines, la faux. Voilà, la faux. Des pics de 12 mètres. Et donc, on connaît bien sa vie, justement parce qu'il était inspecteur des impôts et qu'il a détourné du pognon pour écrire son livre. Et qu'il a été pendu pour ça. D'accord. On a pendu
avec ses tripes. Mais son traité est beau, hein, tout en magnifique. couleur. C'est un des plus avec beaux des dorures. exemplaires. C'était donc pour la bonne cause. C'est ça. Et son traité, il était lui-même pratiquant donc? Alors on pense qu'il était passionné, mais pas maître d'armes lui-même. Mais ça constitue quand même une source qu'on peut a posteriori étudier pour recouper ce qui était en tous les cas connu à l'époque. En fait, il a fait appel à des maîtres d'armes pour mettre à l'écrit ce qu'ils allaient lui apprendre. Et il avait à l'époque employé les meilleurs graveurs et dessinateurs qui existaient pour justement... Son but, c'était de vendre son traité et avec les ventes, éponger ce qu'il avait subtilisé. D'accord, ok. Une sorte d'emprunt non consenti. C'est ça. Et donc, nous, chez Budo Édition, il y a quelques années, on a édité le Vadi, qui est donc l'une des sources utilisées. Est-ce que ça vous sert, vous, concrètement, quand vous pratiquez? Est-ce que votre compréhension de ces traités, elle évolue? Comment ça se passe? Ce qui est bien avec ce genre de traité, c'est que ça permettait de mettre à disposition quelque chose de physique et palpable qu'on pouvait emmener facilement pour le travailler en groupe et surtout avoir déjà une interprétation. Parce que l'italien du XVe siècle, ok, c'est du latin, ok, il y a des mots qu'on comprend, mais il faut quand même se lever un peu tôt. Donc ça permettait aussi de passer par-dessus cette problématique. Maintenant, aujourd'hui, on a de nouvelles interprétations, on est allé encore plus loin, et c'est toujours un excellent livre pour commencer. Mais il y a du nouveau entre-temps. Et donc, quand vous commencez l'étude d'une pratique, disons que qu'un novice découvre une pratique, on va lui conseiller ce genre d'ouvrage pour commencer parce qu'ils font référence et lui dire ensuite de pousser plus loin, par exemple. Il y en a un qui n'est pas d'accord. Vas-y, dis-nous tout. Non, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. On a aussi cette question un peu entre nous. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, les gens qui viennent chez nous, et je pense un petit peu dans tous les clubs de France, même peut-être d'Europe, ils viennent chez nous avant tout pour pratiquer et pas forcément pour l'aspect culturel. Ok. Donc c'est assez rare. Le taux de conversion vers la source est assez rare. Les gens s'appuient plutôt sur les connaissances d'un instructeur plutôt que sur la source en soi. C'est un peu comme tous les sports, en réalité, même les arts martiaux français ou asiatiques. Bien sûr. Les gars viennent pour se mettre sur la gueule, et puis après, ils leur disent non, mais attends, il y a un peu de culture aussi, c'est difficile. Bien sûr, oui, c'est ça. Et en ce qui concerne les arts martiaux historiques européens, donc il y a évidemment les sources livresques, donc il y a pas mal de traités, à la fois médiévaux, puis antiques aussi pour certains, parce que je crois que vous allez jusque donc à la chute de l'Empire romain d'Occident. Oh, même avant. Et je sais qu'il y a, pour le combat hoplitique, ils vont sur les gravures dans les tombes, sur les vases. Ok. Pareil pour le pugilat, pugilat grec, et c'est la pygmachia romaine, où il n'y a pas de traité, c'est juste des gravures. D'accord, donc ils remontent jusqu'à pratiquement 400 ans avant Jésus-Christ. C'est à peu près ça, et je sais que certains font des petites tricheries en allant voir ce qu'il y a dans les tombes égyptiennes aussi. Quand même une variété de sources assez importante. Très large. Effectivement, c'est un enjeu d'arriver à tirer les gens vers les sources, mais ça intéresse, à mon avis, plutôt les gens qui se destinent à devenir instructeurs. Le pratiquant lambda, peut-être qu'il vient juste pour se défouler. Oui, alors... La majorité du temps, on a surtout des gens qui viennent pour l'épée. On va dire qu'aujourd'hui, on a vraiment 2 disciplines phares dans les AMHE, qui sont l'épée longue, voilà, l'épée à 2 mains, ce qu'on définira par l'épée longue. Et l'autre, aujourd'hui, ça serait plutôt la rapière. Okay. C'était pas le cas il y a encore 7-8 ans, mais c'est une arme qui s'est extrêmement développée ces dernières années. J'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que c'est les escrimeurs olympiques qui commencent à être fatigués et qui se disent je vais aller faire un pas de côté et aller voir quelque chose de plus libre. Il y a toujours une volonté de s'émanciper des règlements très stricts des disciplines olympiques. Il y avait le fleuret à un moment qui se développait pas mal. Ça n'a jamais vraiment pris. Il y a eu un petit peu du côté de la Savoie avec un maître d'armes qui s'appelait je sais plus comment, qui a fait pas mal de choses. C'était pas tellement le fleuret, c'était l'épée de cour, qui effectivement a beaucoup de bases en commun avec le fleuret, mais ça n'a pas tellement pris. Et donc toutes ces armes ont leur méthode propre. Alors, les instructeurs s'appuient en général sur une source pour
pour développer donc la technicité autour de cette arme. Après, Henri l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que mine de rien, il y a quand même une base commune qui, je le pense, est propre à tous les arts martiaux, pas forcément que les AMHE. D'ailleurs, tout à l'heure, on aurait pu en parler, mais en vérité, mécaniquement, il n'y a pas 40 manières de mettre un coup d'épée. Ouais. Et on a remarqué que beaucoup de manières d'utiliser une épée peuvent être apparentées aussi à la manière de le faire au Iaido, au Kendo ou même au Kali. Okay. Donc on trouve une grosse base déjà mécanique. Et après ça, on a des notions, comme il disait, par exemple la distance, le temps, le jeu offert, qu'on pourrait retrouver dans une bonne partie des arts martiaux, et une bonne partie des arts martiaux avec armes. Et est-ce que les concepts évoqués par les maîtres d'armes de l'époque se retrouvent dans toutes les cultures, ou est-ce qu'au contraire, il y a des concepts qui sont contraignants, par exemple, qui se rejoindraient pas? Je pense, par exemple, moi, j'ai pas lu les traités d'escrime européens, à part le Vadi, mais qui est déjà assez ancien. J'ai lu le bouquin de Musashi Miyamoto sur la stratégie de combat, que moi j'applique pour le pied-point parce que je fais du pied-point, mais j'imagine qu'il y a certains concepts qui parfois sont opposés à ceux d'autres maîtres. Par exemple, je sais que dans les arts martiaux européens, il y a je pourrais dire une prédominance de la défense sur l'attaque. Il faut avant tout ne pas être touché, et après être alors que ça, dans d'autres formes de combat, peut-être que c'est pas le cas. Alors justement, c'est le point où je disais, il y a des grandes lignes communes, mais après on les met, comme je disais au tout début, mais on les met pas dans le même sens. Jusqu'au XVIIe siècle, on essaye de faire sa contre-attaque à travers la parade, c'est-à-dire que là, je pars et j'essaye de mettre une estoc par exemple sur le même temps. Là aussi, qui est une notion qu'on retrouve un peu partout dans les traités européens. Ça, c'est jusqu'au XVIIe siècle. Et après, on a une nouvelle grande famille avec la famille de l'escrime française qui va s'imposer, où en fait, on va vraiment séparer la parade de la contre-attaque ou de la riposte. Donc, il y a 2 temps différents. Donc, on va d'abord prendre le temps de parer, puis j'attaque. Et d'ailleurs, les maîtres d'armes de l'époque ont appelé ce qui se faisait avant le stresso tempo. Le timing en étant stressé, en fait, si on veut traduire. Et en fait, c'est pas des éducatifs, c'est vraiment comme ça qu'ils voudraient qu'on pratique, ou c'est des éducatifs pour enseigner? Alors, bonne question. Très bonne question. Je le prends un peu dans la tête et je me dis qu'est-ce que je vais répondre. Parce qu'on a le même problème en boxe pied-point. Bon, moi, je fais beaucoup de boxe anglaise. Je sais que je peux parer avec la main avant et avec le même bras dans le même temps en faisant un arrondi, mettre un jab. Et je sais qu'à un débutant, je vais lui expliquer d'abord comment parer et ensuite comment contre-attaquer. Mais la finalité, c'est toujours de parer et de contrer avec le même bras dans un seul temps. Je pense qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on peut faire en entraînement et ce qu'on fera en temps réel. Et je pense que en entraînement, on va exacerber peut-être les mouvements pour qu'il y ait une compréhension mémotechnique du coup, mais qu'en vérité, dans un combat, on va pas faire ce mouvement à 100%, mais à 80-90%. Ce qu'on va chercher, c'est l'efficacité. Ouais, c'est la même chose en arts martiaux à main nue. Oui, ça fait partie de ces choses qu'on retrouve. Parce que la technique parfaite, c'est vrai qu'on essaie c'est un idéal à atteindre à l'entraînement. Bon, en combat, quand on peut le mettre KO, la technique parfaite ou pas, on s'en fout, quoi. On a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne le premier coup, quoi. Oui, c'est ce que disait beaucoup Mike Tyson. Et donc, je suppose qu'en AMHE, des traités ont évolué pour peut-être enseigner à des gens qui n'étaient pas des gens d'armes à l'origine, qui, autour du 18e, 19e siècle, commencent à pratiquer comme un sport vraiment récréatif. Ça arrive à ce moment-là, et on parle aussi de gymnastique. On retrouve beaucoup de traités où on va à la fois faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la calisthénie, en mettant aussi un gros point sur la respiration. Un gros travail de respiration, d'exercice pour ouvrir la cage thoracique, tout en utilisant l'escrime comme un moyen éducatif pour la morale, mais aussi pour essayer d'avoir un corps très très fin avec la danse. Oui, c'est dans une mode hygiéniste de l'époque. C'est un peu sur le même schéma que sont calés certains katas de karaté. Je le sais parce que des fois j'ai envie de me suicider quand j'entends les profs me dire « Ah oui, mais tous les mouvements sont faits pour être efficaces. » Non, il y a des mouvements qui sont faits aussi pour former le corps dans les katas de karaté. Et c'est la même chose, je pense, dans les traités d'escrime d'une certaine époque, 18e tournant 19e. Il y a des mouvements qui sont enseignés, non pas pour leur efficacité première, mais parce que ça permet aussi de forger les épaules, le corps. Et on en trouve aussi, par exemple, chez Charlemagne, certains mouvements
Charlemont, professeur de boxe française, qui a des mouvements où des fois on se dit mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, quand on fait un pas de côté, on regarde ce qui se faisait chez les hygiénistes comme Desbonnets, qui est un des premiers professeurs de musculation, comme on pourrait dire en France. On retrouve ces mouvements-là, et c'est là où on comprend qu'en fait, c'est vraiment des mouvements faits pour travailler l'équilibre du corps, travailler le dynamisme des bras. Il a réalisé une hybridation avec les mouvements de la culture physique pour les transcrire avec des mouvements de boxe. Mais après, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les arts martiaux, c'est que pour être un bon pratiquant, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ouais. Que la technique, c'est bien, mais le corps, c'est bien aussi, dans le sens on peut compenser la technique par le physique et on peut compenser le physique par la technique. Il y a une prédominance du physique sur la technique en AMHE ou l'inverse? C'est difficile à dire. C'est intrinsèque à chaque personne. J'ai vu des personnes très physiques réussir à passer des personnes physiques. Physiques passer des personnes techniques, et j'ai vu l'inverse. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, le mieux, c'est d'aller vers les deux. Oui, de toute façon, on tend à aller vers les deux. C'est un peu l'idéal. Mais il y a certains sports où il y a une prédominance de la condition physique en fonction des règlements. Je pense par exemple à la boxe anglaise. Il y a des bons boxeurs qui ne sont pas forcément des boxeurs techniques, mais qui ont une excellente condition physique. Et quand le combat dure 15 rounds, vaut mieux que ça. Voilà. Parce que 15 rounds, ça fait 1 heure avec les temps de repos. Et 1 heure à prendre des pains dans la gueule et à en mettre, il faut avoir une excellente condition physique. Et pour les règlements des compétitions en AMHE, ça peut aussi se fonder sur les filières anaérobie, par exemple. Ça dépend du temps d'exercice. C'est quoi exactement le temps de l'épreuve quand on va combattre en béour, par exemple, ou en escrime? Alors sur des MHE en tournoi, on serait plutôt sur du 1 minute 30 à 2 minutes de combat continu. Quand je dis continu, c'est sans prendre en compte les petites pauses de 10 secondes pour que les combattants se replacent. Ok. À la touche, en fait. Une fois que c'est touché, on se remet en position. Voilà, donc en vérité, ça peut faire des combats de 5 minutes en comptant 2 minutes de combat vraiment ininterrompus. Et pour du béour, ça va dépendre. En fait, on est limité à 10 minutes par combat, sachant qu'en combat... Ce qui est déjà beaucoup quand on a l'armure, les mouvements amples, etc. Ouais. Exactement. Et même pour les AMHE, le fait aussi d'avoir la tenue qui pèse un certain poids, mais en plus qui n'est pas respirante. Ouais, c'est asphyxiant à l'intérieur au bout d'un moment quand on combat, ouais. C'est le béour, une des principales qualités, c'est le cardio. Le cardio et la gestion de ses efforts, de son souffle. C'est possible de se relever quand on est mis à terre avec un truc pareil, avec une armure si lourde? On peut se relever tout seul, mais quand vous êtes éliminé, c'est que vous restez à terre jusqu'à la fin de la manche. Ok. Donc en général, un pratiquant qui est mis à terre pendant la manche, il est considéré vaincu? Exact. Ok. Donc en fait... Les lutteurs ou les gens qui arrivent à adapter des mouvements de lutte, ils auraient un avantage peut-être? Oui, on a vu des personnes qui venaient du judo, de l'aïkido ou de la lutte faire de très bonnes performances. Okay. Après, des fois, c'est à relativiser parce que très souvent, dans certains sports avec des mises au sol, vous allez au sol avec la personne. Alors que là, au béour, je dois le mettre au sol et moi rester debout. Ok, donc ce serait plutôt des projections de type aïkido ou lutte gréco-romaine, mais sans juste avec l'arraché, sans aller au sol avec le gars, ouais. Des balayettes. Ouais. En sachant en plus qu'on a souvent une arme en main, voire une arme, un bouclier. Donc on part sur des projections avec un minimum de prise sur l'adversaire. Et puis le fait d'avoir les gants aussi, ça limite la... Exactement. Ouais. Et l'armure aussi change le centre de gravité. Et tu peux pas mettre ton arme de côté, tu dois la garder en main. Exactement. À tout prix. On n'a pas le droit de lâcher son arme. Une prise est valide que si on a les armes en main. Ça amène des contraintes qui font qu'on est obligé d'adapter des techniques, même si elles existent dans la lutte parisienne, par exemple, ou dans les luttes régionales. Il faut quand même les adapter au contexte avec l'armure, avec l'arme qu'on a. Mais j'ai vu des extraits, alors c'était il y a longtemps que je m'intéressais au béour, mais j'ai vu des extraits où le gars carrément utilise la hache pour traîner la tête du gars et lui met une balayette de l'autre côté. Oui. Donc ça se fait. Donc. Il y a des choses qui se font aussi avec les armes, oui. Ok. On peut s'en servir un peu comme d'un crochet. Ouais. Mais j'avais vu des extraits comme ça, je me suis dit, putain, il est vachement intelligent, c'est une bonne façon de faire, ouais. On met l'autre au sol, ok, mais il n'y a pas besoin de faire un mouvement qui symbolise l'achèvement comme en karaté ou dans d'autres disciplines. Non, du tout, parce que vu que c'est du combat d'équipe, en vérité, on n'a pas de temps à perdre sur une personne qui vient de tomber. Surtout que vous venez de mettre la personne au sol, mais vous êtes en fait pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre autour de vous. Très souvent, on peut partir sur du combat où on a 2 personnes sur le dos.
une que j'ai agrippée moi, une qui arrive par derrière et qui elle-même essaie de me mettre au sol. Donc on a en vérité pas de temps à consacrer pour marquer la personne au sol. On le voit, elle a 3 points. Et du coup, c'est très difficile de renverser la vapeur parce que, imaginons qu'il y a des équipes de 5 contre 5. Je mets un gars de l'équipe adverse au sol, il est considéré hors combat, il peut plus se relever. Je me retrouve à 5 contre 4. Exact. Et ça devient très difficile parce qu'il y a un gars qui va en avoir 2 sur lui et ainsi de suite en fait. Exact. Alors le minimum, c'est 3 combattants pour 1. Si on arrive à un plus, 3 pour 1, le combat s'arrête. C'est l'équipe où il y a les 3 combattants est considérée comme gagnant parce qu'on estime qu'une personne, quel que soit son physique ou sa technique... peut pas renverser 3 gars, Exactement. Mais on a vu des retournements de situation à 4 contre 2 où les deux finalement réussissent à s'en sortir. Voilà, c'est aussi la beauté du sport, c'est voir que des fois, il y a des retournements de situation qui sont pratiques. Par exemple, par rapport au placement, j'ai réussi à faire tourner mes adversaires, l'autre arrive à décrocher, à charger dans le dos, ça fait un de moins. Une des personnes est bien supérieure en termes de technique, elle arrive à en attraper un, à le mettre au sol très rapidement. Voilà, c'est assez rare, mais ça se fait. On va maintenant parler de l'envers du décor pour les professeurs, pour les instructeurs de ces méthodes-là. Comment ça se structure ? Il y a une fédération, il y a des grades, comment ça se structure ? Alors, on a une fédération française qui a été officialisée en 2012. À travers ça, on a... Alors, c'est encore un peu à la bonne franquette parce que c'est une toute petite fédération. On est assez peu nombreux. On est 2000 en France à pratiquer les AMHE. Au sein de la fédération française, attention, parce qu'on peut très bien le faire de son côté. Il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré, qui font de l'escrime olympique. Puis à côté, ils font ce qu'on pourrait dire des AMHE ou accessoirement aussi pour la boxe ou des choses comme ça. À partir de là, en fait, il y a été mis en place un cursus en 3 niveaux pour former les instructeurs. Nous, on a le premier niveau parce que tout simplement, ils n'ont pas encore été sortis les 2 autres. On sait qu'ils existent, mais il n'y a pas de... On ne sait pas ce qu'ils contiennent exactement. C'est une fédération qui est encore en formation, qui est en train de se former. Bien sûr, en pleine structuration, c'est ça. Ok. Et donc, il y a un premier niveau d'instructeur. Il n'y a pas de dan ou de grade comme, avec des niveaux comme on verrait en judo, en karaté ou... Non. Pour le moment, il n'y a pas ce genre de choses-là parce que c'est assez difficile de donner un niveau à quelqu'un qui est plutôt dans les sources que plutôt dans la pratique et inversement. Donc nous, il ne faut pas oublier qu'on a ces doubles casquettes, à la fois sportives et à la fois culturelles. Donc c'est assez difficile de juger, surtout que beaucoup de gens font de l'épée à 2 mains, mais il y a aussi beaucoup de gens, il y a 80% on va dire qui fait de l'épée à 2 mains, de l'épée bocle ou de la rapière, mais après il y a 20% qui font une multitude de petites choses. Ouais. Et les juger, alors que comme moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient travaillé Charlemont comme je l'ai fait. C'est difficile à juger le niveau. Oui, il faudrait que les instructeurs soient spécialistes de pratiquement toutes les disciplines existantes. Alors par contre, en karaté par exemple, ou en judo, ils ont ça. Surtout en karaté, il y a plein de styles en karaté. Et quand ils se réunissent pour faire passer des grades, ils sont 3 ou 4 dans le jury, ils font parfois passer des grades à des gens qui viennent de styles dont ils ne sont pas spécialistes, mais ils voient le niveau général du gars, son niveau technique en général quand même, quels que soient les arts martiaux. On voit tout de suite le niveau technique, s'il est bien placé, si son centre de gravité est bien positionné, s'il a de la dextérité en maniant l'arme ou s'il n'en a pas, ça se voit quand même assez vite. Bien sûr. Et ça, pour l'instant, donc il n'y a pas de jury de grade, il y a simplement des diplômes d'instructeurs. C'est ça. Ok. Je pense que ce serait applicable aussi chez nous, mais on n'a pas encore l'ancienneté de la fédération de karaté. La maturité. Et la maturité, oui. Ouais. Oui, parce que si la fédération est créée en 2012, c'est vrai que là, on est à peine 15 ans après, donc ça faut encore du temps, c'est normal. Mais je pense que ça viendra parce que de fait de mettre des grades successifs, que ce soit pour les instructeurs ou même pour les simples apprenants, pour les élèves, ça permet aussi de créer des objectifs avec des paliers bien définis, etc. C'est pédagogique, c'est pas mal. Après, il y a une double chose aussi à voir, c'est que malgré tout, il y a quand même un classement sportif au niveau compétition épée à 2 mains, rapière, notamment le Swordfish, qui est un événement retransmis sur YouTube où on voit les meilleurs pratiquants qui s'affrontent et forcément il y a un classement. Donc on voit au niveau de la pratique, mais le problème de la pratique c'est qu'il y en a, ils prennent un peu de l'école allemande, de l'autre l'école italienne, puis ils mélangent ça avec la fente, avec une escrime olympique et tout ça. Donc on peut pas dire après, on il peut connaît bien sa source. On peut faire comme à une époque en karaté ou en judo, donner des grades compétition et après des grades traditionnels
ou même Mais mélanger les deux. Ça va, au fur et à mesure, ça va se faire, je pense. Jusqu'à très récemment, en plus, il n'y avait pas forcément de compétition fédérale. Disons que c'était des compétitions organisées par tout un tas de clubs et il n'y avait pas un consensus de règles. Donc on était à peu près tous d'accord sur un certain nombre de bases de ces règles, mais chacun adoptait ces règles en fonction des objectifs de leur club, de l'escrime qu'ils envisageaient. Et là, depuis 2-3 ans, on commence à avoir une structuration vraiment fédérale. Déjà française, peut-être un peu plus tard européenne, je ne sais pas encore comment ça va se passer, on fait dans l'année 3-4 tournois fédéraux avec des règles spécifiques qui sont partagées par toutes ces compétitions. Et la mise en place aussi d'un arbitrage. Ouais, exactement. Avec des formations d'arbitrage, des arbitres validés, reconnus, défrayés. Ouais, donc c'est encore en structuration, mais c'est sur une bonne voie. Vous m'avez parlé d'un championnat du monde au Mexique, donc il y a aussi une fédération mondiale. Ça, c'est le Béour. Voilà, ça c'est pour le Béour et c'est à peu près pareil. Alors, il se trouve que les Russes ont été très précurseurs dans ce domaine-là, mais il y a encore aujourd'hui les bourrins par excellence. Oui. Oui. Mais il y a des scissions, là, il y a encore 5-6 ans, il y avait une scission entre bloc russe et bloc américain sur les règles à adopter, etc. Par exemple, plutôt Europe de l'Est, les frappes à l'arrière de la tête et à la nuque sont autorisées. En France, depuis l'année dernière, on a pris le risque de les interdire. Donc du coup... Depuis l'année dernière seulement? Oui. Ok. Ah non, après on a un ensemble de protections qui fait que logiquement ça va. Mais on s'est dit, bon... C'est logiquement le mot important dans cette phrase. Voilà. Ouais, parce que les frappes, en général, je sais par expérience que les frappes, quand on les voit pas arriver, surtout sur des zones dangereuses comme colonne vertébrale, etc. Bien sûr. Bon, la protection est bonne, on l'a vu, mais il faut quand même faire attention, quoi. Bien sûr. On arrive bientôt à 1 heure d'enregistrement. Je vais vous laisser vous présenter d'abord le club, si les gens veulent pratiquer sur la Côte d'Azur, les arts martiaux historiques européens. Donc, ils peuvent vous rejoindre à Villeneuve-Loubet, c'est ça ? C'est ça, on est à Villeneuve-Loubet, zone des sports, et on en profite pour remercier la mairie qui nous met à disposition le gymnase, voilà, tout ça, voilà. On pratique tous les dimanches matins de 9h à midi, et après, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, on fait du sparring, c'est-à-dire on se met en J'aime bien le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, c'est un système d'élimination très cartésien. Et après, c'est McDo, voilà, comme ça. Non, c'est pas tout le temps. Voilà. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est 19e siècle. Autour de la boxe française et de la canne de Charlemont, on fait aussi un peu de sabre, un peu de couteau avec l'école espagnole. Et moi, je ferai principalement du fioré, donc principalement c'est de l'épée longue, mais très souvent je fais pratiquer un petit peu à côté de l'épée bouclier, de l'arme d'ast comme de la hache ou de la lance. J'aime bien aussi leur faire un peu de lutte et de dague, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces deux choses qu'on retrouve dans les autres armes. Ok, très bien. Donc je les invite, c'est le Médiéval Combat de Villeneuve-Loubet. Médiéval Combat à Villeneuve-Loubet. Ok, et ben donc pour les auditeurs de la chaîne, si vous voulez pratiquer les arts martiaux historiques européens, n'hésitez pas à aller les rejoindre à Villeneuve-Loubet. Je vous remercie d'avoir pu présenter la discipline avec moi aujourd'hui. Merci à vous. J'invite aussi les auditeurs de Budo Édition, s'ils veulent se renseigner sur les arts martiaux historiques européens, sur les sources disponibles. Nous avons quelques ouvrages au catalogue. Vous pouvez tous les trouver sur notre site www.budo.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.